Mesdames, Messieurs, je crois que nous avons beaucoup de chance de commencer cette deuxième journée de l'université d'été avec Annick, de passer une heure avec Annick Alperovitch. C'est vraiment pour moi un très très grand plaisir, un très grand honneur, et je suis sûr qu'il en est de même pour vous. Alors Annick Alperovitch, c'est une spécialiste de la santé publique et de l'épidémiologie, et plus particulièrement, je crois, de la neuroépidémiologie. Elle a été pendant longtemps, et oui, parce que là, à nous deux, on fait un certain nombre d'années, je vous le dis tout de suite. Alors, elle a été pendant très longtemps directeur de l'unité INSERM, recherche épidémiologique en neuropathologie et psychopathologie. Alors, quand je dis en neuropathologie, ça serait plutôt en pathologie neurologique. D'accord. Vous savez sans doute qu'elle a été le pilote du réseau français de surveillance épidémiologique de cette terrible maladie qu'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et qu'elle s'était beaucoup investie, bien sûr, au moment de la vache folle. C'est aussi le pilote de deux très grandes enquêtes épidémiologiques. EVA, sur le vieillissement artériel, et 3C. On en parlera peut-être, je ne détaille pas. C'est donc deux enquêtes épidémiologiques qui sont directement en rapport avec les questions des états démentiels et de la maladie d'Alzheimer. Elle est membre du... elle est membre du... Non, c'est fini. Bon, tu as été membre du conseil consultatif, du comité consultatif national d'éthique. Et ça, c'est très, très important pour la discussion qu'on va avoir. Elle est membre du comité scientifique plan Alzheimer. Donc, vous voyez, elle a vraiment tout pour être un grand témoin. Alors, je vais un peu changer. Dans le titre, vous verrez, on avait parlé des trucs, des mesures. On va profiter de la présence d'Annick pour lui poser des questions qui, à mon sens, sont essentielles pour nous tous, qui ont été soulevées hier et par les participants, et par les orateurs, et par les journalistes, qui ont beaucoup posé de questions. Donc, je voudrais, Annick, que tu aies la gentillesse de répondre aux questions que je voudrais te poser. Première question, c'est ce que j'appellerais sur la surutilisation du terme maladie d'Alzheimer. Donc, je veux te poser des questions sur l'éponyme maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle l'éponyme maladie d'Alzheimer. Avant 80, vous savez qu'on disait que la maladie d'Alzheimer, c'était une démence, une maladie rare du sujet jeune. Après 1980, on a dit que c'était une maladie très fréquente du sujet âgé. Et dernièrement, il y a eu quand même un livre, et puis d'autres écrits, qui ont posé une question importante. Maladie d'Alzheimer, mythe ou réalité? Alors, on peut balayer ça, mais c'est des gens qui ne sont pas forcément idiots qui ont écrit ça. C'est des gens qui avaient une grosse expérience de la maladie. On se doit quand même de prendre en... Oui, il faut prendre ça au sérieux. Alors, la question que je te pose est la suivante. On nous a dit hier 863 000 patients victimes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, 1,5% de la population. Et là-dessus, 600 000 maladies d'Alzheimer, 1% de la population française. On est d'accord? La question que je te pose est la suivante. Peut-on arriver au diagnostic de maladie d'Alzheimer par les enquêtes épidémiologiques? Est-ce qu'il est, si tu veux, éthique de prendre en compte ces résultats qui sont issus d'enquêtes épidémiologiques? Alors d'abord, merci Michel pour ton introduction, qui toujours, voilà, on se sent toujours surévalué quand tu parles de nous. Je voudrais juste te dire aussi que tu m'as désigné comme pilote de grandes études, mais dans les grandes études, ça ne marche pas s'il n'y a qu'un pilote, il faut beaucoup de copilotes. Et donc, toutes ces études, j'en ai été un copilote et pas le pilote. Alors, je vais essayer de répondre à ta question. Elle peut paraître initialement un peu loin de l'éthique de la maladie d'Alzheimer, qui est le thème de ces deux journées.
Mais finalement, quand on est un chercheur en épidémiologie, en santé publique, comme je le suis, comme beaucoup d'autres, c'est vraiment une responsabilité d'ordre éthique de fournir au pouvoir public, à la société, des chiffres qui sont valides, parce que bien sûr cela va engager, même si les ressources sont rares maintenant en ce moment, cela va engager de la planification de ressources, et les deux types d'erreurs ont des conséquences éthiques. C'est-à-dire que si on donne un chiffre qui est surévalué, eh bien, les ressources qui vont être mises sur une maladie, elles ne vont pas être mises sur d'autres, et c'est un problème éthique. Et inversement, si on donne un chiffre qui est sous-évalué, eh bien, les pouvoirs publics ne vont pas planifier des moyens, des ressources qui permettront de faire face à la maladie. Donc c'est une question éthique pour les chercheurs de donner des bons chiffres de fréquence d'une maladie. Alors, à ta question plus précise, est-ce qu'on peut dire, à partir des études épidémiologiques, qu'il y a 800 et quelques mille démences, et parmi elles 800 000 ou 750 000 maladies d'Alzheimer? Je vais envie de répondre à la fois oui et non. Et pour expliquer ma réponse, je m'excuse un peu rentrer dans des détails techniques, c'est expliquer comment on fait en population, en épidémiologie, comment on arrive à ce chiffre. Pour évaluer la fréquence d'une maladie de manière correcte, la première étape, c'est effectivement de sélectionner un échantillon de population aussi représentatif que possible de l'ensemble d'une population. Pour avoir une bonne précision sur la fréquence de la maladie, il faut que cet échantillon de population qu'on va étudier, il soit suffisamment grand. Dans PACWID, qui a fourni les chiffres dont tu as parlé, c'était 4000 personnes. Dans 3C, c'est 10 000 personnes. C'est évident que quand on doit faire face à une étude de cette taille, eh bien, les ressources étant toujours limitées, on ne peut pas, pour chaque personne, avoir un diagnostic qui a la finesse de ce que vous pouvez avoir, vous, neurologues et cliniciens, face à un patient. Donc, on procède en général à plusieurs étapes pour essayer de faire du mieux possible en économisant les ressources. Alors, la première étape, c'est habituellement de faire ce qu'on appelle un dépistage. Alors, on fait du dépistage en épidémiologie et on n'en fait pas en population. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est-à-dire qu'on utilise un test cognitif très simple et de façon à distinguer les personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs de celles qui n'en ont pas. Et une fois qu'on a fait cette première sélection, c'est cette première séparation, on met en œuvre des méthodes, des examens un peu plus sophistiqués, un peu plus lourds, pour essayer de faire un diagnostic d'abord en premier temps de démence, c'est-à-dire d'un état démentiel. Et pour cela, pour arriver à ce diagnostic, on utilise des critères qui sont utilisés un peu partout dans le monde, qui ont des limites bien sûr, mais qui ont un très grand avantage, c'est qu'on peut ensuite se comparer à d'autres. Parce que finalement, ce qui est important aussi pour ce type d'études, eh bien, c'est, par exemple, si on la recommence 10 ans après, de pouvoir dire que dans 10 ans, il y a plus ou moins de malades qu'il y en avait 10 ans avant. En santé publique, c'est une information très importante, ça, pour la société, pour les pouvoirs publics, et de pouvoir le faire de manière valide. C'est-à-dire que la façon dont on a fait le diagnostic en 90, elle doit ressembler le plus possible à celle qu'on a utilisée en 2000, et aussi pour se comparer à d'autres pays. C'est important de savoir si la maladie d'Alzheimer, il y en a plus, ou la démence, il y en a plus ou moins en France qu'ailleurs. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic de démence, on essaie d'aller un peu plus loin, comme tu l'as posé, et d'arriver au diagnostic du type de démence. Est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer ou est-ce que c'est un autre type de démence? Et là, on fait intervenir à la fois d'autres informations et d'autres critères.
d'autres informations qui sont toutes les données complémentaires qu'on peut avoir sur les facteurs de risque vasculaire, sur l'imagerie cérébrale, tout ce qu'on peut connaître sur les personnes qui font partie de cette population. À nouveau, on utilise des critères qui sont des critères utilisés internationalement et on essaie de faire une classification en disant c'est une maladie d'Alzheimer, cette personne qui a un trouble démentiel, elle a soit une maladie d'Alzheimer, soit une autre démence. Alors, on sait qu'on se trompe et on sait qu'on se trompe parce qu'il y a eu quelques études cliniques, pas beaucoup, mais en fait elles sont toutes concordantes, qui montrent que quand on fait un examen du cerveau d'une personne pour qui on a porté un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ou à l'inverse, des certaines personnes qu'on a considérées comme exemptes de maladie, eh bien, dans une proportion qui n'est pas négligeable de cas, qui selon les études varie entre, enfin disons autour de 15%, autour de 15-20%, eh bien, on s'est trompé. Il se trouve qu'on se trompe à peu près de manière égale dans les deux sens. C'est-à-dire que on dit maladie d'Alzheimer pour quelqu'un qui a un autre type de démence, et puis on dit autre type de démence pour quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. Ces erreurs, quantitativement, elles se compensent. Donc, quand, en fin de compte, on donne un chiffre, il est globalement exact, alors que néanmoins, on s'est trompé. Mais dans une étude comme les études auxquelles tu fais référence, l'objectif n'est pas de dire à une personne donnée qu'elle a une maladie d'Alzheimer, c'est de fournir, voilà, aux responsables de la santé publique des estimations qui sont valides, et je crois qu'elles le sont. Alors je ne dirais pas qu'on peut aller dans les précisions à quelques milliers près, à mon avis non, mais néanmoins je pense que les chiffres qui circulent actuellement sont valides. Bon, merci, on a ta réponse. Non, la question que je voulais poser, qui est un peu aussi dans cet ordre de questions, c'est, toi, il ne te paraît pas dangereux donc de surutiliser le terme de maladie d'Alzheimer? Je te dis ça, moi, pourquoi? En tant que médecin praticien de base, parce que j'ai fait le docteur, maladie d'Alzheimer, ça renvoie quand même, d'une certaine façon, aujourd'hui encore, à une maladie sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Alors que troubles cognitifs sévères, ça a été discuté, ça, troubles cognitifs sévères ou troubles, tu vois, ça laisse peut-être plus d'espoir. Si on pense, comme c'est dit dans beaucoup d'enquêtes épidémiologiques, que les facteurs vasculaires jouent un rôle très très important dans l'état du patient, est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux... regarde, le plan, nous, notre plan, c'est plan Alzheimer et maladies apparentées. Le plan, dans beaucoup de pays européens, c'est pas le plan Alzheimer. Alors, c'est le plan démence. Alors, je sais qu'il faut faire très attention avec ce terme. Bon. Mais disons que c'est le plan état démentiel. Tu vois, est-ce que... Voilà, c'est un peu pour ça aussi que je te posais cette question. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, parler de maladie d'Alzheimer, ça a une connotation très, très désespérée, hein, comme d'une maladie qui va évoluer inexorablement et au jour d'aujourd'hui sur lequel on ne peut pas agir. Est-ce que ça changerait quelque chose si, au lieu de maladie d'Alzheimer, on utilisait état démentiel pour la question que tu m'as posée, c'est-à-dire est-ce que finalement l'attitude
voilà, les études des cliniciens, le sentiment de la personne qui reçoit ce diagnostic, de sa famille, serait différent si alors si on disait trouble cognitif sévère, oui certainement, parce que trouble cognitif sévère, on peut dire que ça ne renvoie pas à une maladie. Voilà, ça ne renvoie pas à une maladie, trouble cognitif sévère, hein. Immédiatement en tout cas. Est-ce que ça changerait les choses? Je suis pas sûre. Mais c'est vrai que, comme toujours, au moment où on fait le diagnostic de la maladie Alzheimer, et surtout si on le fait très précocement, on y reviendra peut-être, on peut se tromper. Et que le mot trouble cognitif sévère, c'est plus... Voilà, ça laisse une ouverture, c'est moins chargé d'angoisse. Ça pourrait être moins chargé d'angoisse, je ne sais pas, cela pourrait, je ne suis pas sûre, que le mot maladie d'Alzheimer. Il reste quand même, ça a été un peu évoqué hier, c'est que même si on dit maladie d'Alzheimer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de tout mettre en œuvre pour éviter qu'à cette maladie d'Alzheimer, si c'en est une, ne se rajoutent pas des problèmes qui vont contribuer à aggraver les troubles cognitifs. Et ils peuvent être très variés, ces problèmes. Il y a, comme tu l'as dit, les problèmes vasculaires. Une personne qui a à la fois un processus de maladie d'Alzheimer en cours de développement et qui a une pathologie vasculaire cérébrale, eh bien, elle va s'aggraver plus vite elle va s'aggraver plus vite. Une personne qui a à la fois un processus de maladie d'Alzheimer en cours et qui a des troubles sensoriels qui fait qu'elle ne voit pas, qu'elle n'entend pas, qu'elle ne peut plus communiquer avec les autres, elle risque de s'aggraver plus vite aussi. Donc, il ne faudrait surtout pas que ce diagnostic de maladie d'Alzheimer, fait un stade, surtout s'il est fait à un stade précoce, conduise à négliger les autres difficultés que peuvent avoir les personnes. Et ça, c'est un vrai risque. Moi, j'ai été très frappée par une enquête qui a été faite par l'assurance maladie, qui a montré que des personnes, alors qu'on arrive à repérer comme ayant une démence, je ne dis pas une maladie d'Alzheimer, comme ayant une démence dans la population âgée, eh bien, par exemple, elles sont moins souvent opérées de la cataracte que des personnes de même âge qui ne sont pas démentes. Alors, ça ne veut absolument pas dire ça que la démence, entre guillemets, protège contre la cataracte. Ça veut simplement dire que ces personnes-là, elles n'ont pas été traitées pour leurs troubles visuels. Et évidemment, ça peut contribuer à aggraver leurs problèmes cognitifs. Et c'est certainement un problème éthique. Merci. Non, c'est ça que je voulais. C'est exactement ça la question que je posais. Il ne faut pas que maladie d'Alzheimer, allez, on oublie les oreilles, l'œil, l'intestin, etc. D'accord? Et les vasculaires. Deuxième question, alors c'est une question qui a été soulevée hier et beaucoup par les journalistes, c'était dans la presse, c'était tout cela, et je vais avoir ton avis là-dessus. C'est le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Alors, quand je dis diagnostic précoce, c'est très précoce, hein, c'est au stade préclinique, au stade de la plainte et au stade du MCI. D'accord? Est-ce qu'il est éthiquement acceptable d'inciter le citoyen à avoir un bilan, parce qu'il a une plainte de mémoire ou parce qu'il cherche ses clés, ou je sais pas quoi, à avoir un bilan, c'est pas un bilan n'importe quoi, c'est plutôt lourd. Et est-ce qu'il est éthiquement acceptable de lire les comptes rendus de l'HAS qui dit, attendez, il dit quand même, je crois, il faut faire le diagnostic tôt de la maladie d'Alzheimer. Oui. Tôt de la maladie d'Alzheimer. Voilà la question que je pose. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux, enfin, moi c'est mon intime conviction, mais je ne sais pas, tu vas me répondre, réserver ça à la recherche.
On n'est pas encore dans le domaine de la clinique, il faut que ça soit dans le domaine de la recherche et que les choses soient très claires. Voilà la question que je t'ai donnée moi ma réponse. Tu as déjà donné ta réponse, mais je ne crois pas que je vais beaucoup te contredire. La question des marqueurs biologiques précliniques de la maladie, c'est-à-dire chez des personnes qui ont une plainte ou qui ont été repérées par leur entourage comme ayant des petites difficultés, ou encore l'examen neuropsychologique ne montre que des choses très, très subtiles et pas déterminantes. Donc, à ce moment-là, l'utilisation des marqueurs dont on dispose aujourd'hui, qui sont des marqueurs soit biologiques dans le liquide céphalorachidien, soit d'imagerie cérébrale, aujourd'hui, les recommandations officielles et appliquées par des consensus de cliniciens. Ce n'est pas des recommandations qui viennent de... Je ne parle pas de recommandations d'autorité de santé, mais il y a eu des consensus de cliniciens au niveau international qui recommandent de réserver aujourd'hui ces marqueurs à la recherche. C'est-à-dire il est considéré que ces marqueurs aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment évalués. Hier, Mathieu Secaldi a très justement dit que ces marqueurs peuvent donner une information en probabilité, et c'est quelque chose d'assez général, ça, en médecine, de donner une information en probabilité. Mais encore faut-il que cette probabilité, on soit capable de l'évaluer de manière suffisamment précise. Aujourd'hui, je crois que, c'est difficile de parler de la communauté scientifique, mais j'ai le sentiment, à partir de ces papiers qui ont été publiés venant de consensus de cliniciens de différents pays, c'est que ces méthodes aujourd'hui, elles doivent être réservées à la recherche tant qu'on ne les a pas mieux évaluées. Et en fait, c'est aussi la position en France d'autorités qui sont amenées à donner un avis d'ordre éthique. Bon, peut-être beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre parler de cette cohorte Memento, qui est une cohorte de patients qui ont les problèmes de type de ceux dont vient de parler Michel Poncet, une plainte, un petit trouble cognitif, des problèmes très légers. Et l'objectif de ce projet de recherche, c'est justement de suivre ces patients au cours du temps pour voir leur devenir et pour essayer de voir la valeur de ces marqueurs biologiques. Donc, aux personnes qui l'acceptent, qui rentrent dans cette étude, eh bien, on fait de l'imagerie cérébrale, on fait une ponction lombaire, mais on ne donne pas les résultats. Ils sont gardés par les équipes de recherche. Et bien entendu, le protocole de cette étude, il a été soumis à un comité de protection des personnes. Et le comité des protections des personnes qui a examiné ce projet a trouvé n'a fait aucune objection au fait que ces informations ne soient pas communiquées ni aux cliniciens ni aux patients. Voilà. Donc, je crois que vraiment aujourd'hui, il y a un large consensus pour considérer que c'est de la recherche. Mais si un comité de protection des personnes accepte le fait qu'un patient rentrant dans Memento, à qui on va faire une ponction lombaire et une imagerie assez sophistiquée de son cerveau, pour rester dans l'étude, n'a pas à être informé de l'état de son cerveau, ça veut bien dire qu'on considère qu'il n'a aucune perte de chance, quelle qu'elle soit, en n'étant pas informé. Ça veut dire que ça ne sert à rien de l'informer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître un peu choquant, ça, mais c'est quand même important. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Enfin, que ça ne sert à rien, pardon. Non, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est fondamental la recherche là-dessus. Il faut qu'on donne nos cerveaux à la recherche, c'est évident. Hein, ça, bon, moi, je suis un peu... Mais tu es d'accord que ça veut un peu dire ça quand même? D'abord, je voudrais... avant de répondre oui ou non de manière un peu brutale, néanmoins, il faut dire que
dans ces études, bien sûr, il y a un consentement informé du patient. C'est des patients, c'est-à-dire que la personne qui va participer à Memento, cela lui est dit explicitement, c'est-à-dire que, et les cliniciens le savent aussi. Donc la personne qui participe à cette étude, eh bien, il faut lui avoir expliqué de la manière la plus honnête possible ce qu'on vient d'essayer de dire, c'est-à-dire que ce sont actuellement des méthodes qui sont en cours d'évaluation, qu'on ne connaît pas exactement leur valeur en l'absence de tout signe clinique, hein, ou avec des signes très, très, très subtils, et que donc, eh bien, cette recherche-là est justement faite pour avoir une réponse à cette question. Et les cliniciens le savent aussi. Donc là encore, bien sûr, il y a la liberté de chaque clinicien, les convictions personnelles. Un clinicien qui estime que ces informations sont utiles pour lui et pour son patient, eh bien, il n'inclut pas de patients dans Memento. Voilà, donc ça c'est évidemment. Et on peut tout à fait admettre que certains cliniciens considèrent que cette information, il la trouve importante. La question de la perte de chance, c'est une vraie question, c'est sûr. Et effectivement, si le comité de protection des personnes qui a examiné ce projet a donné un avis qui va dans ce sens, c'est qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas de perte de chance des patients à ne pas avoir cette information. Alors, il faut vous dire quand même que les patients qui sont dans une étude comme Memento, ils sont très suivis. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont examinés à l'entrée dans l'étude, ils vont être revus 6 mois après, 1 an après. Donc, ce sont des patients dont on va regarder l'évolution de très près. Et si ça s'aggrave, et bien sûr, tout ce qui peut être mis en place pour les aider, pour qu'ils soient pris en charge, sera fait. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas vraiment... Enfin, le comité de protection des personnes a considéré, moi, il me semble à assez juste titre, qu'il n'y avait pas perte de chance. Merci beaucoup, non, c'est important. Là, une question brève, c'est éthique et information du citoyen. Je dois avouer que, je ne suis pas le seul d'ailleurs, qu'on est parfois choqué d'apprendre dans la presse maladie d'Alzheimer, un nouveau médicament. Et on va voir un peu de près de quoi il s'agit. Ça fait référence à un papier de Science, d'une grande revue, où on est parti d'une souris transgénique, d'une souris qu'on a rendue Alzheimer, d'accord. On lui a donné une molécule X ou Y et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, elle a un peu moins de plaques amyloïdes dans la tête ou qu'elle nage un peu mieux dans la piscine de Maurice. Et ça devient, dans la presse ici, maladie d'Alzheimer, un nouveau médicament. Alors, moi, j'avoue que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais j'en parlais avec une famille et le mari m'a dit, monsieur, mais oui, bien sûr, mais ça donne de l'espoir. Alors, la question que je pose, c'est éthique, vérité, espoir, quoi. Est-ce qu'on a le droit de laisser passer ce type d'information? Est-ce que c'est bien? Voilà. J'avoue, je ne sais plus, moi. Il faut mentir, hein. Tout le temps, faut, voilà. C'est une question qui dépasse largement la question de la maladie d'Alzheimer, parce que finalement la médiatisation d'expériences de laboratoire qui apportent des pistes de traitement de maladies pour lesquelles on ne dispose d'aucun traitement, je ne sais pas, on me dire c'est quotidien, mais c'est très fréquent. Et le comité national d'éthique a fait, depuis qu'il existe, plusieurs avis sur ce sujet, et dont l'un très récent. Alors, quand même, c'est vrai que c'est un vrai problème éthique. C'est un vrai problème éthique,
Parce que finalement, si on se met du point de vue du chercheur, quelle est la responsabilité du chercheur? C'est d'une part d'essayer de produire des résultats, des connaissances qui sont les plus valides possibles, et puis de les diffuser dans la société de la manière la plus honnête possible, vraiment, voilà, la plus honnête possible. C'est la société, voilà, la société paie les chercheurs dans notre pays, donc on a des comptes à rendre et il faut le faire de la manière la plus honnête possible. Donc, à titre personnel, je trouve que dans un cas comme ça, l'honnêteté prime sur le faux espoir quand même, parce que il faut voir que c'est... alors je dis pas que c'est un faux espoir, mais oui, quelque part, c'est un faux espoir pour les personnes malades aujourd'hui ou pour leur famille. Parce que tout le monde sait, enfin les chercheurs le savent, c'est qu'entre un résultat chez une souris qui ouvre une piste, et ça peut être très important, et certaines pistes vont aboutir, et puis l'arrivée d'un traitement disponible pour les patients, si tout se passe bien, si tout n'est pas interrompu, comme on le voit malheureusement ces temps derniers en cours de route, c'est 10 ans, 15 ans. Donc bien sûr, c'est un espoir, ça montre que eh bien là, il y a des équipes de recherche, il y a un intérêt pour cette maladie et que peut-être on va trouver quelque chose. Mais on ne peut pas considérer, donner de l'espoir dans ces conditions-là, c'est voilà, c'est trompé, je trouve. C'est trompé. Je ne sais pas si ça correspond. On peut employer le mot loyal, comme on a entendu des choses très intéressantes hier avec le mot loyal. Mais c'est pas loyal, je trouve, de dire ça. Alors, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est qui est responsable de ce que j'appellerais une dérive de l'information. Probablement, les responsabilités sont partagées. Il ne faut pas être angélique, il y a de la responsabilité des chercheurs. Voilà, ça peut faire plaisir de se trouver, voilà, d'avoir un de ces résultats médiatisés, ça peut se comprendre, il y a beaucoup de travail derrière. Donc, voilà. Mais parfois, peut-être que voilà, certains ont un peu tendance à aller un peu trop loin. Il y a de la responsabilité aussi des journaux scientifiques, parce que ben voilà, eux aussi parfois, je ne dis pas qu'ils cherchent des scoops, mais quand même, il y a une responsabilité des journaux scientifiques qui laissent écrire par les chercheurs, il me semble, des choses qu'ils ne devraient pas laisser écrire. Il y a aussi les organes de presse des institutions scientifiques. Dans le contexte actuel, voilà, bien sûr, il y a aussi chaque institution scientifique veut montrer qu'il se passe des choses très importantes, utiles pour la société dans l'institution, et leurs organes de presse, enfin leurs services de communication ont parfois tendance un peu à enjoliver les choses. Et puis bien sûr, il y a les médias grand public. Donc je pense que tout au long de ce parcours, il y a une chaîne de petites dérives, de petites responsabilités qui aboutissent à ce que tu viens de dire. Voilà, un nouveau médicament, enfin un espoir de traitement pour la maladie d'Alzheimer. Bon. Ok, je pense que merci beaucoup de cette analyse. Autre question alors, plus générale, c'est en ce qui concerne, on va dire, le problème de la justice, de l'équité, et je voudrais faire référence à plusieurs mesures du plan Alzheimer, la gestion de cas, les équipes spécialisées Alzheimer et peut-être même les traitements non médicamenteux. Je m'explique. Et là, je vais faire référence on avait fait un workshop là-dessus à Marseille, et Mathieu Secaldi avait dit une chose qui m'avait... le principe d'équité n'est pas qu'un principe éthique, c'est aussi un principe fondateur de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Cette loi dit qu'il faut que tout soin
soit accessible de la même manière partout. D'accord ? Alors, des Mayas, territoire PACA, 12, 5 millions d'habitants. Des équipes spécialisées Alzheimer, je ne sais pas, mais il n'y en a pas des kilos. Et le traitement non médicamenteux, je veux dire, si on pense, et c'est vrai, qu'il y a des résultats, que c'est positif, la gestion de cas c'est positif, les A c'est positif, les traitements médicamenteux, ça donne du bien-être. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il est éthiquement acceptable que ça n'intéresse pas tout le territoire et qu'on arrête, par exemple, la prise en charge non médicamenteuse ou la prise en charge par une équipe spécialisée Alzheimer d'un patient? Alors, là encore, c'est pas pour botter en touche sur l'Alzheimer, mais le problème de l'équité, de l'égal accès de tous aux ressources en moyenne de santé, en domaine de la santé, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, même quand il y a un effort majeur pour que ces moyens soient mis à la disposition de tous. Je vais prendre un exemple qui est très loin de ce dont on parle, c'est le dépistage du cancer du sein. Bon. C'est un problème où là vraiment il est apparu que les femmes qui ne se font pas dépister, elles ont une vraie perte de chance, à la fois en espérance de vie et puis en agressivité de la maladie par rapport à celles qui se font dépister. Mais ce qu'on sait, c'est que y a des femmes qui sont, j'ai envie de dire, trop dépistées et des femmes qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que finalement, il y a toute une partie de la population qui n'est pas atteinte par ce dépistage parce que ce sont des personnes socialement défavorisées, peu médicalisées. Donc à la fois, il y a des femmes qui se font dépister tous les ans alors que la recommandation, c'est tous les 2 ans. Et puis, il n'y en a pas du tout. Donc, même quand il y a un effort très important des autorités pour rendre une mesure dans le domaine de la santé, une politique de prévention le plus accessible possible, il y a des vrais problèmes d'équité. Enfin, j'ai pris l'exemple du cancer du sein, mais on pourrait en citer d'autres. C'est-à-dire que finalement, il y a toute une partie de la société, des personnes cibles qui n'ont pas accès à ça. Et c'est un problème d'équité. Alors, c'est bien sûr, c'est encore plus un problème, j'ai envie de dire, quand il y a des inégalités territoriales très importantes. C'est-à-dire que quand des ressources sont de manière très inégalitaire réparties dans toute la France, ça pose encore plus un problème d'équité. Alors, quand même, sous réserve que on soit sûr que c'est vraiment utile. C'est-à-dire que, bon, ça, donc toujours l'idée qu'il faut évaluer. Si c'est vraiment utile, il faut tout faire pour que ce soit équitable, quitte à ce qu'il y en ait un peu moins dans une région, de façon à pouvoir en mettre un peu dans la région d'à côté. Mais ça veut dire aussi qu'une mesure, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer parce que si on n'est pas en mesure de montrer un peu que c'est bien, eh bien, voilà, on n'aura pas les bons arguments pour convaincre qu'il faut la diffuser et la généraliser. Et cette question, elle se pose un peu aussi pour ce que tu as abordé, c'est-à-dire les traitements non médicamenteux. Finalement, quand on fait un essai thérapeutique d'un médicament, quand l'essai thérapeutique est fini, eh bien,
il est recommandé, mais même, en général, c'est toujours non seulement recommandé, mais prescrit de manière éthique, c'est que si les patients qui sont dans l'essai et qui ne savent pas s'ils ont eu un traitement ou un placebo considèrent qu'ils ont eu un bénéfice de ce qu'ils ont reçu, eh bien, on continue à le leur donner. Voilà, c'est-à-dire que la prise en charge du patient par les traitements qu'ils ont reçus dans l'essai ne s'arrête pas le jour où l'essai est fini. Et vraiment, on le comprend bien. Ce serait quand même un problème éthique majeur d'arrêter. Le sentiment que j'ai, mais je peux me tromper, ce sera peut-être intéressant d'en discuter avec vous parce que je ne suis pas spécialiste, mais le sentiment que j'ai en ayant vu des projets, en discutant, c'est que les traitements qu'on dit non médicamenteux, c'est rarement sur la durée. C'est rarement sur la durée. Et du coup, ce sont quand même des ressources et on peut se demander, à l'échelle d'un pays, finalement, je vais être un peu brutale, quel est le bénéfice réel de l'ensemble de ces ressources, quoi. Voilà, de l'ensemble de ces ressources. Les médicaments aussi ont un effet limité dans le temps. Et on ne se pose pas la question. Si, on se pose... Non. On se pose la question pour les médicaments. Par exemple, les dernières recommandations concernant les médicaments, c'est justement de les laisser pendant quelques mois, de se poser la question de est-ce qu'ils ont un effet, et de continuer ou arrêter après avoir répondu à cette question. Alors, je dis pas... Mais la question que je pose, c'est pas tellement... la question que je me posais, c'est pas tellement ça, c'est justement... Si ça marche vraiment, une thérapeutique non médicamenteuse, il faut se donner les moyens de la continuer. Il ne faut pas juste que ce soit une expérience de quelques semaines au domicile d'un malade ou en institution. Si un malade est amélioré par une thérapeutique non médicamenteuse à son domicile, il faudrait tout faire pour que d'autres en bénéficient aussi et qu'ils en bénéficient le plus longtemps possible. Donc c'est ça que c'est ça la question que je me pose de manière éthique. Et s'ils n'en bénéficient pas, eh bien il faut arrêter, comme les médicaments. Et les médicaments, il est recommandé d'arrêter si ça n'est pas efficace. Merci. Non, bon, c'est vrai que c'est des grandes questions. Mais je crois que tu nous as donné ta réponse, ça fait réfléchir. Le temps avance, mais je voudrais quand même... Donc, moi, tu sais que je suis très militant du plan Alzheimer 2008-2012, qui a indiscutablement amené beaucoup de choses et que je pense qu'il serait très utile qu'il y ait un plan Alzheimer 2012-2000, je sais pas quoi. Et dans l'ensemble, toutes les mesures du plan Alzheimer sont des mesures qui conviennent. Ça a été vraiment bien fait, ce plan. Ah, il y a quand même une mesure, et là, je ne voudrais pas que ça soit mal pris, qui me pose un peu de problème. C'est la mesure, je ne sais plus le numéro, mais enfin bon, je crois que c'est la mesure 2. Formation des aidants familiaux et reconnaissance d'un statut d'aidant. Alors, on en a un peu parlé hier déjà. France Alzheimer, en partenariat avec la CNSA, a mis au point des formations aux aidants familiaux qui marchent très bien. Ça marche très bien. J'ai rencontré beaucoup de familles qui sont ravies. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Et Mme Bauchet a parlé de ça hier un peu. De faire d'une famille un aidant un peu professionnalisé par une formation et par un statut. Voilà la question que je voulais te poser. Pour moi, ça me pose vraiment problème. D'ailleurs, je vais le dire publiquement, à l'Institut de maladie Alzheimer
dont l'objectif est l'aide aux aidants, nous n'avons pas participé à ces formations des aidants familiaux. Du fait des problèmes que ça éthiques, moraux, philosophiques que ça me pose. Là, plusieurs intervenants ont évoqué cette question hier. Le mot aidant a été très peu prononcé hier, cela m'a frappé. Dès le film qui a introduit la journée, voilà, le mot aidant était absent. Le mot accompagnant a été proposé et vraiment, il me semble que c'est mieux, que finalement on est un compagnon, une compagne, une mère, un enfant. On s'est aidé toute une vie. Tantôt c'est l'un qui aide l'autre, tantôt c'est l'inverse. Le mot aide, on le prononce dans une famille très souvent, depuis le début de la vie jusqu'à la fin. Donc, parce que voilà, donc on aide, mais toute sa vie. Alors il y a des périodes plus que d'autres, mais se transformer en aidant, même si le mot est commode, déjà, voilà, moi c'est un mot qui me gêne. C'est un mot qui me gêne. Quand on a commencé, en plus c'est connoté, quand on a commencé à s'intéresser aux aidants, aux personnes qui entourent un malade, et il me semble que c'est important de s'y intéresser, hein. C'est vraiment de les prendre en considération, de faire ce qu'il faut pour leur faciliter la vie, donc c'est important, mais on parlait du fardeau de l'aidant. Voilà, quand l'aidant est apparu dans certaines publications concernant l'aide à des personnes handicapées ou âgées, c'était le fardeau de l'aidant. Donc voilà, donc moi j'aime pas beaucoup ce mot. Que ce soit important que les proches d'une personne malade, atteinte de maladie d'Alzheimer, soient informés le mieux possible de ce qu'est la maladie, de façon à les aider, elles, dans leur relation avec leurs proches malades. C'est important. Qu'il y ait une organisation sociale qui leur permette de s'occuper de la personne, leurs proches malades, comme il y en a pour s'occuper d'une personne en fin de vie, c'est très important. Personnellement, voilà, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de donner un statut, de professionnaliser l'aidant, j'ai envie de dire, voilà, l'aidant familial. Mais de notre côté, c'est une opinion personnelle et peut-être que certaines personnes le souhaitent, trouvent que pour elles c'est bénéfique. Et voilà, là encore, on peut imaginer que ce sont des expériences locales, ponctuelles, et que c'est pas une obligation générale, hein. Merci. Dites-moi, j'avais encore beaucoup de questions à poser, mais là, le temps va terminer. Je pense que ça serait... S'il y a 2 questions à poser à Annick, demander l'avis d'Annick sur des questions que je n'ai pas posées et qui sont peut-être fondamentales. On peut, si vous voulez, si quelqu'un a une question à poser à Annick, quelque chose qui l'a choqué. Oui, Madame Olivet. Quelque chose qui l'a choqué ou... Je suis Catherine Olivet. J'ai une question sur les chiffres. Vous avez à peu près validé les chiffres qui sont véhiculés, hein, en donnant toutes les nuances d'une grande clarté sur les marges d'erreur, mais les chiffres du nombre de malades et du nombre de nouveaux cas par an. Je voudrais juste avoir votre avis sur 2012. Je m'explique. Les chiffres que nous avons sont des chiffres de 2004. Et depuis 2004, nous véhiculons les mêmes chiffres.
Or, là encore, à la louche, sans être en ayant une marge de manœuvre, les chiffres véhiculés, c'est 225 000 nouveaux cas par an. Et en gros, on sait qu'il y a 100 à 150 000 malades qui décèdent de la fin d'évolution de la maladie par an. Donc, si j'ose dire en langage totalement iconoclaste, il y a un bénéfice net de 100 000 malades par an, en gros. Donc, ces chiffres de 2004, vous parliez de la valeur éthique des chiffres pour éclairer les pouvoirs publics, la politique publique. On véhicule des chiffres qui ont 8 ans, et en 8 ans, les chiffres ont obligatoirement changé. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, et je ne connais pas les chiffres d'aujourd'hui. Alors, ils ont... Et les chiffres d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, mais on pourrait les estimer. On pourrait les estimer parce que on sait comment a évalué la démographie depuis, comment sur les 8 dernières années, comment a évolué l'espérance de vie de la population qui a augmenté. Et donc, on pourrait, en se basant sur les estimations qui ont été faites en 2004, eh bien, corriger ces chiffres pour donner une estimation de ce qui se passe aujourd'hui. À une réserve près, quand même. À une réserve près qui est importante, c'est que on est sûr que le nombre de malades... Quand on parle d'incidence de la maladie, ce qui est le nombre de nouveaux cas, on peut entendre deux choses. Soit le nombre total de nouveaux cas qui apparaissent chaque année. Et là, on est sûr que comme la population vieillit, on a une espérance de vie de plus en plus grande, que c'est malgré tout une maladie de la personne âgée en règle générale, eh bien, le nombre de nouveaux cas annuels de maladie d'Alzheimer augmente. Malheureusement, voilà. En revanche, quand on se pose la question, si on ne regarde pas tous les nouveaux cas, mais si on regarde par classe d'âge, c'est-à-dire combien il y a de nouveaux cas entre 65 et 70, 70 et 75, etc., là, la réponse, je ne serai pas aussi catégorique, parce qu'il y a des études qui suggèrent, alors c'est quelque chose de encore très fragile, et il ne faut sûrement pas que vous reteniez comme vérité ce que je vais dire, mais certaines études suggèrent que l'incidence par âge pourrait diminuer. C'est-à-dire que quand on regarde par classe d'âge, eh bien, dans la dernière décennie, les dernières 15 ans, on peut se demander si l'incidence ne diminue pas un peu. Donc, et ça, on n'est pas en mesure de le prendre en compte aujourd'hui. Alors, je pense que même si on le prenait en compte, si on était en mesure, eh bien, ça ne jouerait pas beaucoup pour corriger les estimations. Mais juste, c'est important à dire parce que dans l'augmentation du nombre de cas annuels, il y a à la fois le vieillissement de la population et puis les tendances au cours du temps de l'incidence de la maladie qui pourraient être peut-être moins voilà, ou peut-être il y aurait des informations qui sont peut-être qui laissent ouverture à un peu d'optimisme. Donc même en imaginant un écrasement léger de la courbe, de toute manière, on peut quand même dire que le nombre véhiculé officiellement partout, aujourd'hui par les pouvoirs publics, les journalistes et même nous, Association France Alzheimer, ils sont quand même faux. Ce serait assez facile de voir, de faire la correction, hein, de faire la correction. Il y a aussi la durée en termes de prévalence. Il y a la durée de vie des personnes atteintes de la maladie. Mon sentiment, c'est qu'elle a passablement augmenté. Elle a passablement augmenté d'abord parce que l'ensemble de la population a augmenté, mais aussi parce que néanmoins, il y a eu des progrès dans la prise en charge générale de ces personnes malades. Donc, on vit plus longtemps avec une maladie d'Alzheimer qu'on ne vivait il y a quelques années. Donc, ceci a aussi comme conséquence de faire augmenter la prévalence. Donc, probablement, les chiffres mériteraient d'être reconsidérés. Ce n'est pas très difficile pour les épidémiologistes de faire ça.
de redonner des chiffres actuels à partir des estimations. Pour que les pouvoirs publics relancent un autre plan Alzheimer, il faudrait peut-être quand même leur donner les vrais chiffres. Oui, mais vous savez, les chiffres qui circulent actuellement sont déjà tellement élevés que voilà, on se dit que à eux seuls, même si on les rectifie pas, ils justifient de continuer l'effort. Hein, donc. Docteur Croce de Nancy, je vais peut-être paraître un petit peu original, peut-être un raisonnement simpliste, mais moi je dis quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et alors, vous vous posez la question, est-ce qu'il faut dire la vérité? Il faut utiliser le terme problème cognitif sévère ou maladie d'Alzheimer. Si on mettait pas autant, n'entendait pas tant de catastrophisme autour de la maladie d'Alzheimer, je pense qu'on n'en serait pas là. Et effectivement, il y a d'éminents professeurs qui parlent de maladie d'Alzheimer. Quand ils parlent de maladie, c'est catastrophique. À partir de là, on entend les familles autour de soi dans les congrès qui disent écoutez, à partir de là, on n'a plus qu'à se mettre une balle dans la tête. Quand on voit faire, comme vous l'avez dit fort justement, qu'on arrive avec la maladie d'Alzheimer à ce que les patients aillent plus loin, à leur donner envie de vivre un peu plus longtemps, qu'on leur apporte du confort, je pense que c'est très positif et je pense qu'il faut leur donner quand même du positif plutôt que du négatif. Et je pense que souvent, on donne beaucoup de négatif plutôt que de positif. Alors évidemment, ça, je pense qu'on fait beaucoup de tort à mon avis. Et puis les médicaments, les médicaments, on sait très bien que dans le très début de la maladie, il y a une augmentation des catécholamides, de l'acétylcholine, et il y a un moment donné, il faut donner les médicaments. Alors on sait très bien que les médicaments, ça stabilise la maladie, c'est difficile d'apprécier leur effet. Enfin, je ne sais pas, par rapport, c'est une réflexion que je fais par rapport à tout ce qu'on entend. Est-ce que vous avez... Je suis vraiment complètement d'accord avec vous sur l'image de la maladie. Si c'était le dernier message qu'on pouvait faire passer, il me semble que c'est un message aussi qui interpelle l'éthique. J'ai le sentiment qu'à un moment donné, pour sensibiliser la société, les pouvoirs publics à l'effort qu'il allait falloir faire collectivement, eh bien, peut-être il était efficace de vraiment donner l'image la plus terrible possible de cette maladie. Et c'est une maladie terrible, on ne va pas le nier. Mais cette image terrible de la maladie, elle a été très, très mise en avant. Et il me semble que peut-être aujourd'hui, on pourrait essayer de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire de plus valoriser ce qui reste préservé très longtemps, ce que le patient peut faire pendant longtemps parfois, enfin, de valoriser, de valoriser tout ce qui est préservé pendant longtemps chez les personnes, pour que justement, quand on donne ce diagnostic, et surtout si dans quelque temps on le donne de façon très précoce sur des marqueurs biologiques, ce ne soit pas vécu de la façon, c'est dramatique bien sûr, mais voilà, que ça soit moins dramatique, ça ne l'est aujourd'hui. Bien. Je voudrais te dire mille merci, et mille merci de ta présence et de cette discussion.